Les non-vaccinés vont devoir mettre leur vie sociale entre parenthèses, car ce lundi, le pass vaccinal entre en vigueur. Salut et bienvenue. Qu'il s'agisse de vos grands-parents, parents, amis, frères ou sœurs, toute personne de plus de 16 ans qui n'a pas sa dose de vaccin à jour n'aura désormais plus accès à tout un tas de lieux de loisirs. Qu'est-ce qui change concrètement et comment les autres pays européens mettent-ils la pression sur les non-vaccinés? Explication. Ils étaient quelques milliers ce week-end à manifester en France. L'objet de leur colère, la mise en place du pass vaccinal. À partir de lundi, tous les adultes, comme vos parents, devront être complètement vaccinés contre la Covid-19 pour aller au restaurant, voir un film au cinéma ou se défouler à la salle de sport. Les tests négatifs ne seront plus pris en compte, une mesure jugée obligatoire pour lutter contre la nouvelle vague de l'épidémie par le Premier ministre français. Seuls 7% des adultes ne sont toujours pas vaccinés et pourtant, ils représentent l'écrasante majorité des patients hospitalisés dans les services de réanimation. Comme la France, plusieurs pays en Europe ont mis en place un pass vaccinal pour accéder aux bars, aux salles de spectacle ou aux établissements sportifs. Certains vont même plus loin. En Autriche, les députés ont voté pour la vaccination obligatoire de tous les adultes dès le mois prochain, sous peine d'amende. Pareil en Italie, pour les plus de 50 ans seulement, les plus vulnérables face au virus. En Grèce, les plus de 60 ans sont déjà obligés d'avoir un schéma vaccinal complet. Ils ont pris la bonne décision. C'est bon pour nous tous et pour notre santé. L'Allemagne pourrait aussi prendre la même décision. D'ici la fin du mois, les députés vont débattre de la vaccination obligatoire. Pour l'instant, seuls 73% des Allemands sont entièrement vaccinés. Même si vous n'avez pas encore besoin du pass vaccinal pour aller au ciné, vous aurez besoin de ça. À votre âge, je payais encore en francs, car à l'époque, chaque pays de l'UE avait sa propre monnaie. Le 1er janvier 2002, on a enfin pu payer pour la toute première fois avec ses billets et ses pièces. C'était il y a tout juste 20 ans, l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de l'euro. On vous raconte tout d'abord comment est née l'idée d'une monnaie commune européenne. Faire le plein de soleil sur une plage en Grèce. Des images qui donnent envie de partir en vacances. Si aujourd'hui nous pouvons voyager aussi facilement à l'intérieur de l'Europe, c'est grâce à l'euro. Avant son introduction, chaque pays avait sa propre monnaie. Par exemple, en Grèce, c'était la drachme, en Allemagne, le Deutsche Mark, en France, le franc. Quand un Allemand voulait passer ses vacances en France, il devait faire changer son argent. Pour un Deutsche Mark, il recevait à peu près 3 francs. Le change était soumis à des taxes et une fois sur place, il valait mieux être bon en maths pour convertir les prix correctement. Pour les entreprises qui voulaient vendre leurs produits à l'étranger, c'était pareil. Tout était très compliqué. En 1970, c'est pour faciliter les échanges commerciaux et les voyages entre les pays qu'est née l'idée d'une monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie utilisée dans tous les pays de l'UE. Mais cette idée ne s'est concrétisée qu'en 1992. Dans le traité de Maastricht, les 12 États fondateurs de l'Union européenne décident de l'introduction d'une monnaie commune et la création d'une banque centrale européenne. On a dû attendre encore 10 ans avant d'avoir les premiers billets d'euros entre nos mains. On vous en dira plus demain dans le prochain épisode. Regardez ces photos. Pas d'eau turquoise, pas de plage de sable blanc. Tout est recouvert d'une épaisse couche de pétrole. Cette marée noire est la pire catastrophe écologique de ces dernières années au Pérou. Mais quel est le rapport avec une éruption volcanique aux îles Tonga à plus de 10 000 km de là? C'est ce que vous allez tout de suite découvrir. L'éruption volcanique aux îles Tonga, il y a une semaine, est la plus spectaculaire depuis plusieurs dizaines d'années. Son champignon de fumée a atteint une hauteur de 30 km. L'explosion a dévasté l'archipel, mais aussi provoqué des vagues géantes de 15 mètres de haut qui ont parcouru l'océan Pacifique. Ce raz de marée a eu des conséquences jusqu'au Pérou, à près de 10 000 km de là. Un tanker chargé de barils de pétrole en a perdu près de 6 000 sous l'effet de la vague, alors qu'il était en opération de déchargement. Ce pétrole s'est répandu dans la mer et a pollué la côte environnante. On appelle cela une marée noire. Un véritable drame pour les poissons et les oiseaux qui vivent dans cette zone. Des spécialistes locaux et des bénévoles viennent en aide à ces oiseaux marins, cormorans et mouettes recouverts de pétrole. Ils vont être transportés au parc animalier de Las Leyendas où ils pourront être pris en charge.
avec tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent être soignés. Cette pollution perturbe toute l'activité économique locale et inquiète les pêcheurs. Le poisson sent le pétrole et les gens ne l'achètent pas, ils ne veulent pas en manger, ils ont peur de s'intoxiquer. En attendant, les opérations de nettoyage des plages mobilisent près de 1350 personnes et la colère monte contre l'entreprise à l'origine de la catastrophe qui doit en assumer les conséquences. Et voilà, on se quitte avec ces images hivernales qui nous viennent tout droit du Minnesota aux États-Unis, où petits et grands s'amusent dans un labyrinthe et sur des toboggans en glace. Comme quoi, le froid a aussi du bon. Sur ce, je vous dis bis morgen, à demain.